J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'aime vraiment, c'est mon frère, c'est Orlando, qui me connaît tellement bien, il y a une identification tellement grande, qui fait qu'il sait exactement parfois ce que je pense, ce que je veux. On n'était pas jumeaux, mais on aurait pu l'être. Voilà, on était sur la même longueur d'onde. La vie d'Orlando, c'est Dalida. Ils étaient, je sais pas, c'est pas des frères et sœurs habituels. C'est le petit frère qui est devenu grand quand même, hein. Dans sa vie, il n'a jamais aimé personne autant que sa sœur, c'est évident. Pour moi, c'est une chance extraordinaire d'être né dans une famille avec un frère pareil, car j'estime qu'il est pour beaucoup dans la longévité de ma carrière. « 1000 chansons enregistrées en 10 langues, 140 millions de disques vendus, 33 ans d'une carrière spectaculaire qui a creusé plusieurs sillons en s'emparant de tous les styles en vogue depuis les années 50. C'est la première fois, je crois, qu'on décerne un disque de diamant dans l'histoire. Voilà. Derrière le déluge de superlatifs, de records, de tubes, l'histoire de Dalida n'est pas que celle de Dalida. C'est celle d'une famille et d'un frère, producteur et protecteur, qui a construit un piédestal pour sa grande sœur. Le succès de sa sœur, c'est aussi son succès, clairement. Si toutes les chanteuses avaient un frère comme Orlando, j'assure que elles feraient des carrières extraordinaires. Mais dans cette histoire de famille, les joies et les drames se sont sans cesse entremêlés pour écrire une légende. Il y a peu d'artistes qui sont à la fois iconiques et qui ont une vie absolument incroyable. C'est un destin. Tout est tragique, le tragique la poursuivait. Elle avait un diable quelque part qui la poursuivait. Je voudrais pas qu'on me vole ma mort. J'aimerais bien mourir en toute lucidité. Pourquoi pas? C'est une expérience aussi. Dalida, une de nos chanteuses les plus populaires, est morte aujourd'hui. Elle s'est suicidée au barbiturique. Je n'ai jamais accepté la mort de Dalida. Je lui ai dit, avant de lui dire le dernier adieu, tu ne mourras jamais. Je me rappellerai toujours, c'était un dimanche, on était en pleine séance de musiciens, les téléphones sont dans le studio, ils demandent d'Antoine. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, mais j'ai vu Antoine devenir tout blanc. On m'a dit, viens vite, il y a quelque chose de grave. Moi, j'étais terrassé et Orlando, je pense qu'il avait compris. Il avait une tête mortuaire. J'ai compris tout de suite que c'était grave. Il a raccroché et il me vient et me dit à l'oreille, Dalida, ça va très mal. On prend la voiture tous les deux. Je vois les images, je me vois dans la voiture et Orlando en train de ruminer. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle n'a pas réussi, j'espère. C'est incroyable, l'inconscient, le subconscient. Pendant le trajet du studio à la maison de Dalida, il y a eu comme un film background incroyable de toute notre vie. On se vit enfant jusqu'à la fin. Tout le parcours qu'elle avait fait, le travail que j'avais fait avec elle, c'est passé comme un film avec des moments rapides et des moments slow motion. Le film de leur vie démarre en Égypte. La famille de Dalida et Orlando y est installée depuis le début du XXe siècle. Ce sont des Gigliotti,
des Italiens qui vivent au Caire, dans le quartier de Choubra, cosmopolites, grouillants, vivants et prisés des communautés grecques et italiennes. En Égypte, j'ai passé toute mon enfance. Et le quartier où j'ai passé mon enfance, c'est un quartier populaire. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. C'était une petite rue avec peu de maisons. Je suis né au soleil levant. Le soleil est un peu mon frère. Le côté italien, égyptien de Dalida a toujours été très fort. C'est un art de vivre. C'est un art de regarder la lumière, de manger. Il y a un rapport aux odeurs, à la musique. Et puis je crois qu'ils avaient vraiment un sens très, très profond de la famille. Le père est violoniste. Sa femme, mère au foyer. La famille compte 3 enfants, Orlando, Yolanda et Bruno. Yolanda deviendra Dalida et Bruno, le cadet, se fera plus tard appeler par le nom de son grand frère, Orlando, endossant par là même vis-à-vis de sa grande sœur le rôle symbolique du protecteur. J'ai senti ce besoin, depuis la plus tendre enfance, de la protéger. Car j'ai toujours senti que cette fille, puis cette jeune fille, avait comme une fêlure qu'elle a portée toute sa vie, mais vraiment toute sa vie. Il faut dire que Yolanda traîne un fardeau qui la place, dès le départ, comme le centre d'attention de sa famille. À 10 mois, victime d'une infection des yeux, elle se retrouve le visage recouvert d'un bandeau. La nuit tombe soudainement et pendant de longues semaines sur cette petite fille jusque-là insouciante. Elle essayait de chercher la lumière à travers le bandeau. Et ça, 40 jours après, quand le docteur lui a enlevé le bandeau, elle avait hérité d'un strabisme qu'elle n'avait pas à la naissance. Plusieurs opérations et de longues heures de rééducation marqueront à jamais une enfance placée sous le signe de la disgrâce et du complexe physique. Oui, je me trouvais laide d'ailleurs. Et j'ai eu une enfance pas agréable du tout. Je n'aimerais absolument pas revivre mon enfance. Puis j'étais malade, j'étais très nerveuse. Dalida a 6 ans et Orlando 3 lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate. Mussolini s'allie avec Hitler. En Égypte, tous les hommes de nationalité italienne sont emprisonnés. Le père Gigliotti est embarqué et interné dans un camp. Il y restera 4 ans avant d'en ressortir brisé. Quand il est revenu, ce n'était plus le même homme. Il était très malade, il était devenu violent. Il était très coléreux et très nerveux aussi. Il criait tout le temps. Je haïssais mon père et je ne pouvais absolument pas le voir. Elle avait presque souhaité sa mort. On peut haïr son père à ce point-là? Quand on est enfant, certainement. Maintenant, absolument pas. Je ne le haïs pas du tout. D'ailleurs, j'ai perdu mon père quand j'avais l'âge de 12 ans. Et c'était à ce moment-là que j'ai commencé à l'aimer, à le comprendre, et je l'ai perdu. C'était trop tard de toute façon parce qu'il avait imprimé en moi, étant enfant, un tas de choses qui se sont répercutées par la suite. Privés de père, Yolanda et ses frères font désormais tout ensemble, notamment se rendre frénétiquement au cinéma. Ce sont dans les salles obscures du Caire que la passion du spectacle s'ancre dans les esprits de la fratrie. Ma sœur et moi, on était mordus par le spectacle pour le cinéma. À l'époque, c'était vraiment le cinéma de Hollywood qui nous faisait rêver. Bruno prête aux splendides actrices qu'il admire sur écran géant les traits de Yolanda, petite fille complexée, devenue une jeune femme à la beauté incendiaire, qui va même venger sa petite enfance en s'inscrivant dans des concours de beauté en cachette de sa famille. Vous avez été, à un certain moment de votre jeunesse, ce qu'on appelle aujourd'hui une reine de beauté. C'était pour bien démarrer dans la vie? Oui, j'avais 17 ans et je pensais que d'avoir un titre, ça faisait bien. Mais au fond, ce titre, il m'a amené aussi à quelque chose, parce que je crois que tout mène à quelque chose. C'était quel titre, Miss Égypte? C'était Miss Ondine, oui. L'équivalent de Miss Égypte, disons. C'était Marco de Gastine qui tournait le masque de Toutankhamon. Quand j'avais gagné Miss Égypte, il était là.
Et il m'a dit, j'aimerais bien que vous participez, je vous donne un petit rôle dans mon film, vous allez danser. Moi qui n'avais jamais dansé. Je ne sais pas pourquoi tout le monde voulait me faire danser, je n'avais jamais pris ni de leçon de danse, ni rien. Il m'a fait danser un peu dans ce film, et pendant le tournage, je n'arrêtais pas de chanter. Alors il m'a dit, je pense, Yolanda, que votre voix, c'est vraiment dans la chanson. Je connais quelqu'un à Paris qui va vous payer votre billet d'avion. Il pourra vous payer aussi vos leçons, parce que moi, je n'avais pas le sou. Et c'est comme ça que je suis partie pour la France, sur un coup de tête. Ma mère, elle était en larmes, toute la famille pleurait, pensez-vous. Au Caire, c'est même pire qu'à cette époque-là, les provinces en France. Partir pour Paris, c'était devenir une fille de joie pour ma mère. Moi qui n'avais jamais sorti sans mes deux frères, partir comme ça, c'était dramatique pour elle. Ma mère pleurait, mon frère n'était pas très enthousiaste. Mais moi, j'étais ravi. Je disais, enfin, elle prend son envol, elle va réaliser son rêve. Je n'ai rien dit, mais je l'ai embrassée. Et je l'ai serré fort. Enfin, il y a des choses qu'on dit qu'on n'a pas envie de répéter. On lui dit, il faut que ça reste entre un frère et une sœur. Mais je lui ai dit que je lui faisais confiance et que j'étais sûr de sa réussite. Je suis partie un soir de Noël, c'était le 25 décembre 1954. Et je suis arrivée ici à Paris, bien sûr, le jour de Noël. C'était mon plus beau cadeau de Noël. C'est la première fois que je prenais l'avion et que je sortais et que je partais du Caire. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je suis arrivée, vraiment, j'étais Alice au pays de merveilles. J'ai écarquillé des grands yeux, je regardais. La première fois, je voyais la neige, des arbres de Noël. C'était la première fois que je voyais ça. Et c'était un cadeau formidable pour moi. Quand elle est arrivée, elle était quand même très typée, des grosses boucles d'oreilles, un peu gitane, vous savez. Elle s'est débarrassée de beaucoup de couleurs trop écarlates, trop voyantes, les cheveux un peu trop à la Esmeralda, vous voyez. Et on lui a appris, elle est devenue une vraie Parisienne, à parler mieux le français aussi. Dans les années 50, les chanteuses réalistes françaises comme Édith Piaf battent toujours le haut du pavé. Mais elles n'ont plus le monopole du cœur des auditeurs, qui ovationnent également des chanteuses plus exotiques, comme l'espagnole Gloria Lasso. L'époque est donc idéale pour Yolanda, 22 ans, qui se fait désormais appeler Dalida et qui écume les cabarets parisiens en roulant les airs. Le vrai tournant va se dérouler un an après son arrivée en France, le 9 avril 1956, lors d'une audition de Jeunes Talents à l'Olympia, qui vient d'être récupérée par un certain Bruno Cocatrix. À l'Olympia, il y avait Bruno Cocatrix qui donnait des auditions en public, alors j'étais moi aussi. Bien sûr. Et il y avait dans la salle un directeur artistique d'une maison de disques et puis un directeur artistique de la radio. Eddie Barclay, qui avait fondé sa maison de disques, Lucien Maurice, un jeune directeur de la station d'Europe numéro 1, artistique, et Bruno Cocatrix. En un seul soir, elle avait fait le tiercé gagnant. Ils sont venus m'entendre à l'Olympia, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Qu'est-ce que tu chantais ce soir-là? Prends ma main, car je suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu, étrangère au paradis. Et voilà, Eddie Barclay craque. Je la veux demain dans mon bureau. Lucien Maurice tombe amoureux, carrément. Et bien sûr, Bruno Cocatrix dit l'Olympia est ouvert pour Dalida. Après, il fallait trouver les chansons. Merci bien. Et voici Bambino. La jeune femme de 23 ans signe un contrat de disque chez Barclay et se met en couple avec Lucien Maurice. Le directeur d'Europe 1 se donne pour mission de lui trouver des tubes. Après 2,45 tours au succès mitigé, Bambino va faire de Dalida une star. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Bambino, Lucien Maurice invente le matraquage à la radio.
en faisant passer 3, 4, 5, 6, 7 fois la chanson dans la journée. Chantez tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. En rotation lourde sur Europe 1, Bambino est le succès surprise de l'année 1957. Lucien Maurice, compagnon puis mari de Dalida, dispose d'un flair redoutable pour dénicher des tubes à sa dulcinée et d'une radio pour les diffuser. Dès le lancement de sa carrière, il décide également de la propulser à l'international en la faisant chanter en italien et en allemand. Quand on a reçu les 45 tours en Égypte, ça a été vraiment un soulagement. Dès que le succès est arrivé, Orlando me disait, je mettais la musique à fond dans le quartier, je chantais avec ma mère les plus belles chansons de Dalida, ce qui désespérait les voisins. Il y avait la radio en Égypte, je ne connaissais personne, mais j'ai fait passer ces disques. J'avais commencé inconsciemment mon travail déjà de promoteur pour elle. La réussite de Dalida donne à son jeune frère des idées. Au Caire, à la fin des années 50, celui qui s'appelle encore Bruno devient un habitué des salles de spectacle en reprenant des standards internationaux. Ça m'a permis quand même de jouer dans un film que j'avais tourné avec la plus grande star de l'époque, la Vamp, en Égypte, Hende Rostom. On a toujours envie de suivre quelque chose de son aîné. Je pensais que quand je suis venu à Paris, d'ailleurs je suis venu pour ça, de pouvoir faire une carrière, de chanter comme Dalida. Le 30 juin 1960, Bruno Gigliotti, 23 ans, débarque à Paris avec l'envie de truster le haut des hit-parades, tout comme sa sœur 4 ans auparavant. Il prend alors comme nom de scène Orlando, le prénom de son grand frère. Alors, le vrai Orlando... Le vrai Orlando, c'est celui-là que nous voyons là sur la photo avec moi. Et puis, après, Bruno, c'est-à-dire mon frère cadet, mon jeune frère, il a pris le nom de son grand frère. Alors, celui que l'on connaît... Il s'appelle Bruno, mais tout le monde le connaît sous le nom d'Orlando. Quand le soleil était là, baignant la plage... Orlando chante juste, a de l'énergie à revendre et enregistre une 50aine de chansons au début des années 60. Tout mon cœur la désire et j'ai besoin de ton sourire pour moi. Il faut savoir, pour la petite histoire, qu'Orlando, il a eu un petit succès en France, mais Orlando avait eu un énorme succès dans les pays de l'Est, à l'époque du Rideau de Fer. Il a fait des tournées là-bas, dingues, avec Michel Jonas qui jouait, qui était un de ses musiciens, enfin un truc, une histoire de fou. Seul souci, en France, il est constamment ramené à sa condition de frère d'eux. Orlando s'est fait connaître du grand public par un lien de parenté remarquable. Il est le frère de Dalida. Vous ne voulez plus du tout être le frère de qui l'on sait. Pourquoi ? Parce que je pense que chacun doit faire sa carrière personnelle et puis que la personne dont nous savons, elle est déjà arrivée assez loin, tandis que moi, je commence. Malgré les succès, malgré les ventes de disques et tout ça, le nom de Dalida restait toujours pas loin, vous comprenez? Et donc, c'était un handicap, quelque part. Bon, qui on sait vous pesait un peu sur les épaules? Pas tout à fait, elle est tellement gentille, c'est pas ça. Elle ne me pesait pas. C'est normal d'ailleurs quand il y a quelqu'un qui est venu avant, et surtout quand ça marche tellement bien, mais enfin j'espère que... Enfin, vous l'aimez toujours? Ah, je l'aime toujours, ça n'a rien à voir, ça. Au bout de 5 ans d'une carrière qui ne sera jamais parvenue à décoller, Orlando décide de quitter la scène pour passer côté coulisses. En 1966, à 30 ans,
Il rentre chez Barclay et devient le directeur artistique de Dalida. La passion qu'il a toujours éprouvée pour sa sœur va pouvoir se déployer professionnellement. Orlando se rend rapidement indispensable, du choix des chansons jusqu'à leur enregistrement. Qu'est-ce que tu chantes bien et juste. Mais c'est formidable. Tu ne veux pas venir la chanter, Bruno? C'est une identification, un transfert qui s'est fait aussi sur elle par rapport à lui. Je me demande dans quelle mesure Orlando, qui a voulu faire une carrière de chanteur, et qui a été arrêté parce qu'il avait une voix qui ressemblait un peu à Dalida en masculin, quoi. Donc, et il y a ce transfert qui a existé. Vous savez, on dit finalement, en se moquant de lui, on dit « toi, tu aurais aimé être ta sœur ». Peut-être, oui, il vivait cette carrière que lui n'a pas faite, il la vivait à travers celle de sa sœur, finalement. Je savais que moi, je ne pouvais pas être cet artiste que je voulais. La perfection. Et la perfection, je l'ai trouvée en elle. Je me suis projeté. Il faut dire qu'Orlando arrive au bon moment. En 1966, Dalida navigue en solitaire. 5 ans auparavant, elle avait divorcé de Lucien Maurice. Sans son Pygmalion, elle gérait plus ou moins seule une carrière chronophage. Tu veux pas l'essayer avec la basse parce que moi ça m'arrange, hein? Oui, mais c'est pas ça. Parce que... Avant, c'est moi qui allais voir le chef d'orchestre, je disais je veux ça, c'est moi qui allais au studio pour faire le mixage, pour faire le montage, les pochettes, la production, je faisais tout ça. C'est impossible pour un artiste de faire tout ça. J'ai à côté de moi mon frère qui me soulage énormément, qui s'occupe de la promotion, qu'il me connaît tellement bien, il y a une identification tellement grande qui fait qu'il sait exactement parfois ce que je pense, ce que je veux. Il savait si la lumière était au bon endroit, si la caméra prenait le bon profil. Elle me disait en français, « Comment ça va la lumière, Bruno ?» Elle dit, bien, Dali, bien. Puis je sentais qu'elle était inquiète. Alors, pour ne pas le faire comprendre, elle parlait en italien. « Ma dimmi veramente, com'è la luce? Dis-moi vraiment, com'è la luce? » Ah, j'ai compris, ho capito, c'est pas terrible. Et quand elle avait peur qu'on comprenne en italien, elle disait en arabe, da zeft, c'est-à-dire, la lumière est horrible. Et alors tous, c'était un show. Tu disais, mais quelle langue il parle. Oui, mais il y a un certain moment, tu aimes ça, Bruno? Attention, parce que là, tu l'entends qu'il n'est pas tout à fait... Alors, il l'a pas mis au niveau, il n'y avait pas... Sì, ma non è bene, ti prego, ma no. No, io preferisco... No, je vais le refaire. Mais un homme va faire irruption dans la vie de Dalida et rien ne sera plus jamais comme avant. Ce bel Italien ombrageux s'appelle Luigi Tenco. Dalida fait sa connaissance en 1966. Elle a alors 33 ans. C'est un jeune chanteur engagé à la carrière prometteuse. Il voudrait que Dalida le parraine au Festival musical de Sanremo en Italie. Il s'agira d'interpréter à tour de rôle une chanson qu'il a écrite. Typiquement, le genre de proposition que la star refuse. Mais une rencontre est quand même organisée à son domicile à Paris. Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux qu'on n'était que spectateurs. Dalida tout de suite changeait un peu. Bon, écoutons-la, cette chanson. Luigi s'est mis au piano. Et là, ça s'est passé, on a compris qu'il y avait une alchimie qui s'est passée entre eux. Dalida, elle était tombée amoureuse. Et quand elle a dit, bon... En définitive, pour la faire courte, Dalida était à Sanremo. Elle a accepté d'aller à Sanremo par amour. 26 janvier 1967. Après quelques mois d'une passion dévorante, les amoureux débarquent à Sanremo. Mais Luigi est un être torturé. Pour calmer son stress, il avale une boîte de cachet avant de monter sur scène. Il apparaît alors devant le public pâle, absent, et rate sa prestation. Coup dur pour le jeune homme. Sa chanson est écartée du concours. Dans la foulée, il laisse Dalida se rendre seule au dîner de gala. Lui n'a pas voulu venir, il a déposé Dalida. Dalida l'a supplié de venir. Et il est parti comme une furie vers l'hôtel.
Et il s'est suicidé, il s'est tiré une balle dans la tête. Et c'est Dalida qui l'a découvert. Et je vous laisse imaginer. Le choc a été terrible. Rentrer dans la chambre, pensant qu'il avait bu, et lui prendre la tête comme ça, et puis se retrouver les mains pleines de sang, je pense que c'est quelque chose qui vous marque à vie. Hein. Ça a été vraiment un moment terrible, tragique, qu'on ne peut pas oublier. Je n'avais jamais pensé à la mort. Même quand mon père il était mort, cela ne m'avait pas du tout frappé. Et je n'avais plus du tout pensé à la mort. Et puis tout d'un coup, je me suis trouvée un jour devant la mort, mais devant un suicidé. Et en plus, cette personne, je l'aimais. Comment surmonter une telle épreuve? Le 16 février 1967, 2 semaines seulement après la disparition tragique de son amant, la chanteuse est invitée à la télévision française. Contre toute attente, elle décide d'interpréter la chanson maudite « Ciao amore ciao », soit « Adieu mon amour ». Son sourire s'efface alors pour laisser place à un visage grave. Dans l'air, flotte le souvenir de Luigi Tenco. Lorsque vous regardez l'artiste, lorsque vous regardez la femme, vous vous dites, mais quelle force, où est-ce qu'elle va chercher ça? Elle est d'une beauté absolument incroyable, et Dieu sait si son esprit a été très perturbé. L'interprétation est poignante, sur la brèche, éprouvante également, la chanteuse se sachant scrutée par la France entière. Merci Dalida, et nous avons d'autant plus de joie de te remercier que nous savons toute la peine que tu as à chanter ce soir. Bravo. Depuis le suicide de Luigi Tenco, Orlando ne lâche pas sa sœur. Mais une semaine après son passage à la télévision, Dalida va réussir à déjouer sa surveillance étroite pour se rendre seule dans un palace à Paris. Dans sa chambre, la jeune femme de 34 ans avale des barbituriques avec la ferme intention d'en finir. Elle sera sauvée in extremis par une femme de chambre. Elle ne pouvait plus vivre. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Elle a été sauvée après 5 jours de coma. Après son calvaire, le nôtre a commencé. Quand elle s'est réveillée, elle avait été sauvée physiquement. Mais moralement, c'était une autre histoire. Et de là est née la nouvelle Dalida, une autre Dalida, à tous les points de vue. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Je me souviens que lors de vacances que nous passions ensemble dans les Caraïbes, on avait une très longue discussion sur la mort et sur le fait qu'elle avait tenté à certains moments de se la donner. C'était une femme profonde. Je suis partie pour rejoindre une âme et je me suis retrouvée en face à moi-même, mon âme. Vous voulez dire, et ça tous les spectateurs s'en souviennent, quand vous avez voulu mourir, c'est à ce moment-là que c'est opéré, cette transformation. Absolument, je me suis demandé le pourquoi, le comment de tout ce qui m'arrivait. Et finalement, je me suis aperçue, voilà, oui, la recherche aussi, c'est que mon âme, finalement, je la connaissais absolument pas. Dalida, après 1967, n'est plus la même femme. Là, on rentre dans quelque chose de spirituel chez Dalida. Dalida se met à avaler des pavés de philosophie. La chanteuse hésite même à abandonner la musique. Mais Orlando arrive à la remotiver. Il a en plus une idée derrière la tête. Monter avec sa sœur un label indépendant pour l'autoproduire. Un cocon familial et professionnel pour une sœur de plus en plus fragile. Le projet se concrétise en 1970. Reste à acter les termes du divorce avec Eddie Barclay. J'étais voir Eddie Barclay avec Dalida. Je lui ai fait des propositions de contrat qu'il ne pouvait pas accepter. Ouais, je dois être honnête.
Elle a dit, mais c'est pas possible, c'est bien. Écoutez. Orlando, il a été très moderne parce que ça a été un des premiers indépendants. Il a l'intelligence de créer une société et produire sa sœur. Et c'est vrai qu'il est arrivé dans une période de la carrière où c'est pas évident, voilà, quand on a été une star dans les années 50, puis une star dans les années 60, de continuer à être une star. Et le premier titre qu'il enregistre, c'est le fameux Dirla Dada, qui va être un énorme tube. Adieu monsieur, tout est fini. Adieu l'enfant, tu pars aussi. On dit que la ville c'est mieux qu'ici. Mais à peine 3 mois après le lancement de leur label et la sortie de leur premier tube, le sort va une fois de plus s'acharner sur le clan des Gigliotti. Luigi était parti en 67 et Dalida sera confrontée à un autre drame en 70 avec la mort de Lucien Maurice qui va se suicider chez lui dans la maison qu'ils avaient vécue ensemble. Lucien Maurice, qui a été l'homme qui l'a aimé et qui restera jusqu'à la fin de sa vie son meilleur ami, même s'ils ont divorcé en 1961. Et on arrive à se poser des questions, vous comprenez? Tout est tragique, le tragique la poursuivait. Elle avait un diable quelque part qui la poursuivait. Avec le temps va, tout s'en va. Profondément marquée par la disparition de son premier mari, Dalida va donner à son répertoire musical une nouvelle densité, en reprenant de grandes chansons françaises comme Avec le temps de Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. J'ai commencé à appeler des auteurs-compositeurs qui étaient loin de son répertoire initial en disant Dalida, elle veut autre chose que Dalida maintenant. Elle veut de grandes chansons, des choses qu'elle puisse avoir à dire. Désormais capable de grands écarts musicaux, d'alterner titres légers et sommets poétiques, une chanson va particulièrement entrer en résonance avec la vie cabossée de Dalida. Je suis malade, écrite par Serge Lama et Alice Donna. Je suis malade, on a senti qu'on tenait un truc, nous, contrairement à la maison de disques, parce qu'il me disait, le patron, vous achèteriez un disque qui s'appelle « Je suis malade ». La maison de disques de Serge Lama refuse de sortir « Je suis malade » en 45 tours. Mais Dalida, elle, sent tout de suite le potentiel de ce titre qui la touche particulièrement. Il s'est passé une chose, Dalida m'appelle, elle me dit, écoute, t'as une chanson dans ton disque qui s'appelle « Je suis malade ». Il dit, est-ce que je pourrais la chanter? Je dis, mais Dalida, les chansons sont faites pour être chantées. Et elle fait cette version formidable. Complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. C'est un peu grâce à toi si Je suis malade est devenu un succès, parce que mon disque avait démarré sur les petites femmes de Pigalle, moi. Et c'est toi qui a extrait Je suis malade du 33 tours et qui a fait que tout d'un coup le public s'est intéressé à Je suis malade. Ça, je m'en souviens très bien, c'est la vérité. Je suis malade, qui est devenu son cheval de bataille, son plus grand triomphe sur scène, que c'est une chanson qu'elle ne chante pas, elle la vit. Quand elle chante Je suis malade, elle est vraiment malade. Tout son corps chantait. Elle chantait des pieds jusqu'à la tête. Je suis malade. Je pense que comprendre le destin fait que tout à coup, on n'entend pas de la même manière les chansons qu'elle chantait. Je pense aussi que c'est pour ça que les artistes font des carrières et durent aussi longtemps. C'est parce qu'il y a une totale sincérité. Et la sincérité, on l'a chez l'artiste, mais on l'a chez Orlando.
Niveau professionnel, Dalida et Orlando vont traverser les années 70 en première classe. Comme un sans faute discographique où les tubes vont s'enchaîner avec une régularité métronomique. Écoute-moi. Je t'en prie. Orlando était fait pour ce qu'il disait les tubes et Dalida disait toujours « laisse-moi faire pour mes chansons de scène ». C'est l'Oscar mondial du succès du disque 1974 pour Gigi Lamoroso et 18 ans. On en a une qu'on vient de terminer, mais elle n'est pas du tout pour toi. On te la montre parce que... Ah non, Mais enfin, on moi, dit- j'adore Attends. quand on me dit que ce n'est pas pour moi. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau. Comme un enfant, fort comme un homme. Der Sommer ging, als ich ihn sah, die leeren Nächte schon vernahm, die mir noch blieben. Orlando, il avait cette approche-là pour aller trouver des choses à chaque fois originales pour Dalida. Parce que Dalida ne pouvait pas aller en boîte, hein. Mais Orlando était là pour ça. Si je dois me définir, je suis un oiseau de nuit. Et ça m'a permis, de cette évolution, d'être au courant de tous les styles et tous les mouvements musicaux qui se passent. Je sors tous les soirs. C'est là que Orlando a été très, très malin, parce qu'il a tout de suite senti le vent qui tournait vers le disco. Sous l'impulsion de son frère, Dalida devient une diva hors sol. Ses titres les plus prometteurs sont enregistrés dans toutes les langues, italien, allemand, japonais. Gigi l'amoroso, oiga ikigai no yotoko. C'est qu'il vient de faire ça, allez jusqu'à là. Hätt ich wer weiß was noch getan. C'est pendant cette période musicalement bénie que Dalida va entamer à 39 ans sa relation la plus longue avec un certain Richard Chanfray. Richard a su la rendre heureuse parce qu'elle s'est sentie vraiment aimée par cet homme. Mais après, bon, le problème de Richard, c'est que alors lui était vraiment très très décalé, quoi. C'était un personnage capable du meilleur comme du pire, mais souvent du pire. Parce que d'un moment à l'autre, il pouvait disjoncter, vous savez. Il se fait appeler le comte Saint-Germain. C'est un hurluberlu qui se dit capable de changer le plomb en or et qui se revendique même éternel. Je suis né un jour, oui. Oui. Il y a 17 000 ans. C'est paradoxalement avec cet homme instable que Dalida va connaître pendant 9 ans sa relation la plus stable. Il ne faut jamais présenter Dalida comme une personne qui aurait essentiellement souffert. C'est pas vrai, elle a été aussi extrêmement heureuse, elle jubilait, elle avait un appétit considérable de vie. Et puis personne n'a oublié les fameux dîners du dimanche, les parties de cartes, les amis s'entremêlaient pour discuter, pour rigoler, pour parfois s'engueuler. Donc oui, c'était une vraie famille. Voilà, on joue, on joue. C'était un petit clan d'amis. C'était joyeux, c'était simple, c'était simple. Changement d'ambiance dans les années 80. Dalida se sépare de Richard Chanfray. Elle sait également depuis quelque temps qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant suite à un avortement effectué à la fin des années 60. Une absence, un manque, un trauma. Yolanda, la femme bientôt quinquagénaire, vient régulièrement se rappeler aux bons souvenirs de Dalida, l'artiste, pour qui elle a beaucoup sacrifié. Dalida a réussi dans la vie, mais Yolanda a-t-elle réussi sa vie ? Et je pense justement à cette fille que vous n'avez pas, à ce petit garçon que vous n'avez pas, ça manque dans une vie. Il y a eu une période, oui, que j'ai beaucoup pensé. Mais que voulez-vous c'est comme ça, je ne vais pas avoir d'enfant, alors il faut que j'accepte cela. Suite à cet avortement qui s'était passé pas très bien, cela avait empêché pour toujours d'être mère. Et ça a été un choc terrible pour elle et pour nous tous. Orlando également n'aura pas d'enfant. Chez le frère et la sœur, aucun amour filial ne viendra détrôner leur amour fraternel.
20 juillet 1983. Dalida va une nouvelle fois devoir affronter la mort brutale d'un de ses anciens compagnons. 2 ans après leur séparation, elle apprend que Richard Chanfray, qui se proclamait immortel, vient de se suicider en inhalant du gaz dans sa voiture. Les différents hommes qui ont parcouru sa vie se sont tous suicidés. Elle a été marquée dans sa chair. Comment se fait-il, Dalida, que tous les hommes que vous avez aimés ont-ils disparu relativement tragiquement? Est-ce que vous seriez une femme fatale? Quand Richard Chanfray il s'est suicidé, elle a dit 3 comme ça. Bon, elle ne l'a jamais dit ouvertement, mais on sentait que ça la faisait réfléchir. Ce sont disons, des destins dramatiques et c'est très pénible, ce genre d'histoire. Merci, Dalida, merci. De rien. Dans les années 80, quelques tubes imparables finissent de façonner Dalida en diva iconique. Mais c'est désormais avec sa toute première passion que la star veut renouer, le cinéma. Aujourd'hui encore, personne n'a ton sourire. C'est un peu tard. Ce n'est plus un sourire. C'est une cicatrice. En 1986, un célèbre cinéaste égyptien, Youssef Chahine, va lui proposer un rôle radicalement à contre-emploi dans le film Le 6e jour, celui d'une mère courage en Égypte au temps du choléra. C'était Allah! À sa sortie, le film reçoit des critiques dithyrambiques dans la presse, mais c'est un échec commercial. Il va aussi et surtout créer un électrochoc chez Dalida. J'ai vu une actrice et j'ai complètement oublié la chanteuse. Ah mais ça c'est bien, ça c'est Oui, mais formidable. est-ce que psychologiquement c'est pas difficile dans les premiers temps quand on se voit dans la glace et qu'on se dit mais tous mes fans, et Dieu sait s'ils sont nombreux depuis 25 ans, comment vont-ils réagir quand ils vont me voir sur les murs de France avec ce visage? Personnellement, quand j'ai vu le film de Chahine, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme s'il avait peint en noir, quoi. Alors que c'est une femme rouge, c'est une femme qui en jette, quoi. Mais moi, j'ai aussi le souvenir, parce qu'il y a toujours des ambivalences, que Dalida en était très fière. La chanteuse à paillettes et strass du Palais des Sports, d'être capable de jouer la tragédie et d'être hyper crédible. Mais peut-être que ça l'a fait beaucoup souffrir. Est-ce qu'elle avait envie de laisser cette image des femmes éprouvées par le temps et la vie à son public? Je ne crois pas. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'elle s'est isolée. Elle s'est isolée. Il n'y avait plus de dîner le dimanche soir, à la fin, quoi. Elle avait un peu fermé sa porte. Elle s'était enfermée un peu comme une pharaon. Elle était déjà plus avec nous. Elle était entre la terre et le ciel. Elle était ailleurs. Son regard était douloureux. J'essayais de lui dire, mais Dalida, ça ne va pas, tu ne veux pas t'ouvrir, tu ne veux pas parler. Peut-être que tu as besoin de voir... Elle était sec. Occupe-toi de ma carrière, de ma vie privée, je m'en occupe. Moi, je n'ai besoin de personne, laisse-moi en paix. Elle nous rejetait. Et le soir où je m'en irai, finalement, je le ferai à ma manière. J'aimerais au tout dernier appel faire mes adieux au soleil à ma manière. Orlando, démuni face à la dépression de sa sœur, donne rendez-vous à l'un de ses proches le 2 mai 1987 dans un restaurant situé à 50 mètres de la maison de Dalida. Le soir où elle décide de partir, je dînais avec Dominique Besméard. Et il me dit, comment va Dalida? Et moi, je lui dis mal. Plusieurs fois, il m'a dit « Dalida va pas bien, je suis inquiet » et tout ça. J'ai peur qu'elle recommence et que cette fois-ci, on la perde. Au moment où elle était en train de
donnait fin à ses jours, on parlait d'elle. Le lendemain, Orlando est appelé d'urgence au chevet de sa sœur. Je suis arrivé, je savais que j'allais m'attendre au pire. Je suis arrivé avec quelques amis, peu de gens, peu. Et j'ai vu leur tête, ils pleuraient tous. Je suis rentré dans la chambre et j'ai compris tout de suite qu'elle était partie. Et j'ai dit, elle l'a faite. Cette image de Dalida sur son lit, quand Orlando la découvre, c'est quelque chose d'horrible. Je suis resté tout seul dans sa chambre. Elle était allongée sur ce lit, dans son espèce de pyjama blanc. Et voilà. Et puis, le téléphone a sonné. Alors, j'ai répondu, c'était son coiffeur. Il me dit, pourquoi tu réponds? Je dis, parce que je suis à côté du téléphone. Je réponds, j'ai essayé de donner le change. Mais Dali va bien. Et pourquoi tu me poses cette question? Je dis. Elle me dit, parce que... Je dis, mais parce que quoi? Parce qu'à la télé, ils ont dit que... La nouvelle est tombée ce soir sur les télécrypteurs, il était 20h13. Dalida, une de nos chanteuses les plus populaires, est morte aujourd'hui. Dalida est partie. Elle s'est suicidée au barbiturique. Yolanda a voulu laisser la place à Dalida. Et je pense que c'est elle qui a choisi de tirer le rideau. Je n'ai jamais fait le deuil de ma sœur Yolanda. Ça reste privé et ça le demeurera. Mais je n'ai jamais accepté la mort de Dalida, de l'artiste. Je lui ai dit, avant de lui dire le dernier adieu, tu mourras jamais. Et si l'histoire qui s'écrivait depuis le départ de Dalida était celle d'un deuil impossible, éprouvé par un frère pour sa sœur adorée, par un producteur pour une artiste vénérée. Le mot mort, depuis toujours, a été banni. Quand on parle d'elle, et mon bureau pareil, mes amis pareil, on dit elle est partie. Il m'appelle, il me dit, t'as vu en ce moment, il y a ça, elle fait ça, elle fait ça. On ne parle pas d'elle au passé, on parle d'elle toujours au présent. Le talent d'Orlando, c'est d'avoir traité sa sœur depuis son départ uniquement comme si elle était encore là. La postérité de sa sœur est pour Orlando un travail à temps plein. 35 ans à faire comme si elle était encore en activité. Des compilations, des remixes, des biopics, des expositions. Que j'espère que le frère soit fier du travail accompli par le producteur. Voilà. Merci pour elle. Je pense qu'elle doit être très émue là-haut, en train de nous regarder. Voilà. Dalida est constamment restée dans le cœur d'un public sans cesse renouvelé, car sans cesse nourri et alimenté d'images, de sons, de chansons. Bruno arrive à faire des événements artistiques qui sont fidèles évidemment à ce que cette dame a été, et en même temps qui la mettent dans le présent et dans l'actualité. C'est extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres cas. Vous vous rappelez qu'en 95-96, c'est la période où le rail cartonne. Hein, Khaled, Achita, Faudel, 1, 2, 3 Soleil. Et là, il arrive avec une Dalida en arabe, Yalma Salama, et en pharaon, avec les pyramides. En 6 mois, elle va vendre plus d'1 million d'albums. Ce qui est un truc de fou pour une artiste qui avait disparu 10 ans avant. La disparition de Dalida l'aurait-elle transformée en icône intouchable? Elle est en tout cas dans le cœur de son frère une divinité qu'il convient d'adorer. C'est vrai qu'Orlando, qui est quelqu'un qui aime rire, quand il parle de Dalida, il ne rit pas une seconde. Il n'y a pas de recul, il n'y a rien. Orlando, il est tellement incroyable. Donc il fait souvent des dîners.
il y a Bertrand Delanoë qui était là, et donc il lui dit « Tu as vu, Bertrand, tu as vu la dame ?» Ben, je dis « Quoi, la dame? Tu n'es pas au courant ?» Alors il lui dit « Ben non, mais il n'y a que toi qui n'es pas au courant. » Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il parlait de susciter quand même. « Tu n'es pas au courant. Mais tu n'as pas vu James Bond. Mais non, mais tu es le seul. » Puis il se lève, « Tu es le seul à ne pas avoir vu James Bond. » Il dit « Mais pourquoi ?»« Mais elle fait la voix au début du film. C'est sa voix qu'on entend, le gilet. » Tout s'efface autour de moi lorsque la ville s'endort. Je ne vis plus que pour toi. Dans le dernier James Bond, il y avait une chanson de Dalida. C'était tout à fait inattendu. Il réussit encore, toutes ces années après sa disparition, à imposer quand même Dalida. Derrière les chansons inoxydables, les tubes planétaires, derrière la diva éternelle et le producteur haut en couleur, il y a l'histoire de Yolanda et Bruno. Des Italiens d'Égypte, partis la tête remplie de rêves à la conquête de la France, puis du monde. Leur parcours et leur vie privée furent à la démesure de leur succès public. Reste un mystère, la force d'un amour qui dépasse de loin l'amour classique entre un frère et une sœur. Dalida a été la femme de la vie d'Orlando. L'unique femme. C'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Couple professionnel, personnalité fusionnelle, plus qu'un frère et une sœur. Deux âmes sœurs.